Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le Vatican et la Côte d'Ivoire célèbrent le 50e anniversaire de leur coopération. Le président de la République, Alassane Ouattara, dévoile un timbre ce lundi pour marquer ce demi-siècle de relations diplomatiques. Au fond du timbre se trouve la basilique ivoirienne, la cité du Vatican. Le nonce apostolique se félicite de ce fait qui manifeste une amitié profonde. Le président de la République en visite d'étape dans la Marawi à partir de ce 23 septembre à Boisflé, chef-lieu de la région depuis 1959. Une place serve de site pour abriter plusieurs cérémonies. La place tient en rénovation. Elle sera bitumée en même temps que la voie qui accède, ce que saluent les populations de la ville. Il ne faut pas baisser la garde parce que la Covid-19 n'est pas encore terminée. Le gouvernement fait le point hebdomadaire de la gestion de la pandémie. Les cas positifs sont en baisse. Le pays enregistre aussi un nombre élevé de personnes guéries, mais les autorités insistent. Il faut continuer d'observer les gestes barrières. Et puis au Mali, c'est un colonel-major à la retraite qui va diriger la transition. L'ex-ministre de la Défense, Bam Ndao, désigné ce lundi président de la transition. Le colonel et chef de la junte Assimi Goïta, qui a fait l'annonce, devient lui vice-président. La réaction de la CEDEAO attendue, elle avait donné jusqu'à demain à la junte pour choisir ses personnalités. Un timbre postal qui commémore le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé aujourd'hui la cérémonie de dévoilement, une occasion pour rappeler l'excellence des relations diplomatiques entre le pays et le Saint-Siège. Viviane Aïmé. Un timbre à l'effigie de sa sainteté, le pape François, et du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le message est fort et sans ambiguïté. Ce timbre réalisé en commun par la Poste de Côte d'Ivoire et le service des postes et de la philatélie du Vatican vient célébrer le cinquantenaire des relations privilégiées entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Des relations tissées sous le président Houphouët-Boigny et qui ont été marquées de son vivant par 3 visites en Côte d'Ivoire du Saint-Père, le pape Jean-Paul II. Pour inaugurer la cathédrale Saint-Paul du Plateau le 10 août 1985, puis pour inaugurer la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro le 10 septembre 1990. Des relations privilégiées entretenues après le président Houphouët-Boigny par le président de la République Alassane Ouattara, qui n'a pas manqué de se rendre en visite officielle au Saint-Siège en novembre 2012, tout juste après son accession au pouvoir. Ce timbre qui vient d'être réalisé a été officiellement présenté au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel ce lundi 21 septembre par le nonce apostolique et le ministre de l'économie numérique et de la Poste. Comment ne pas rappeler les différentes activités réalisées par l'Église en Côte d'Ivoire dans divers domaines, avec le soutien des autorités ivoiriennes en faveur du développement, du progrès et du rayonnement de cette belle nation. Comment ne pas mentionner la présence depuis 1983 de l'archevêque d'Abidjan au sein du Sacré Collège des cardinaux, signe de l'appréciation et de la haute considération des souverains pontifes envers l'Église et la nation ivoirienne. Comment ne pas évoquer la construction par le président Houphouët-Boigny de la grande basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, inaugurée en 1990, il y a 30 ans, lors de la 3e visite du pape Jean-Paul II, et qui apparaît d'ailleurs en arrière-plan du timbre. Ce sont des faits qui manifestent une profonde amitié. J'ai le plaisir de transmettre à votre Excellence, ainsi qu'à tous les chers peuples de Côte d'Ivoire, les salutations cordiales et les bénédictions du Saint-Père, le pape François. La Côte d'Ivoire et le Saint-Siège ont compris que ce thème non seulement va rappeler l'histoire en nos deux États, mais aussi rappeler à la postérité
les valeurs et les visions partagées incarnées par leurs dirigeants respectifs de l'époque. Sa sainteté, le pape François, son Excellence Alassane Ouattara. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est la toute première fois dans l'histoire de la philatélie ivoirienne et du Vatican qu'un thème poste à l'effigie des deux chefs d'État est émis. Commentant la photo du timbre, le directeur général de la Poste a mis en avant la symbolique de l'image. Le Saint-Siège et la République de Côte d'Ivoire, donc via la Poste de Côte d'Ivoire, a décidé que la thématique principale soit la paix. La paix parce que c'est quelque chose de très cher à ces deux entités. Et vous allez voir que sur le thème, nous avons les portraits des deux personnalités, donc Sa Sainteté le Pape et son Excellence le Président de la République, qui sont les deux personnalités qui incarnent donc la paix. Et en fond de thème, nous avons donc la basilique qui est à l'identique de la basilique à la Cité du Vatican, histoire de montrer que la République de Côte d'Ivoire est très attachée à la paix et le Vatican aussi est très attaché à la paix. Et les deux personnalités donc sont mentionnées sur les thèmes. Mieux que des paroles par ce timbre, le Vatican envoie à l'Église tout entière, à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier, un message de reconnaissance des qualités d'homme de paix du président de la République, Alassane Ouattara. On reste au palais de la présidence avec Viviane Aimé. Les Nations Unies entendent accompagner la tenue d'élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel évoque la question avec le président de la République. Alassane Ouattara a reçu Mohamed Ibn Chambas. Reçu ce lundi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a eu un long entretien avec le chef de l'État, un entretien qui s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadre de l'accompagnement des Nations Unies pour des élections paisibles en Côte d'Ivoire. S'agissant de l'organisation de scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, nous avons partagé avec M. le Président de la République les préoccupations des Nations Unies sur la persistance de l'absence de consensus sur certains aspects du processus. Les Nations Unies invitent tous les acteurs de la retenue à éviter les violences et à recourir au discours de haine. À cet effet, nous les exhortons, les acteurs politiques ivoiriens, à la concertation. J'ai réitéré à Monsieur le Président l'engagement des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire. Les Nations Unies appellent tous les acteurs politiques à œuvrer pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et pour cette présidentielle apaisée, la CEI est au travail. Les responsables de la commission électorale indépendante échangent avec les directeurs de campagne et les responsables en charge de la sécurité des candidats à l'élection du 31 octobre. Au cours de cette séance, ils ont évoqué les questions liées à la sécurisation du scrutin. Sidonie Davila. Comment assurer une sécurité et une sérénité de la présidentielle 2020 ? C'est avec la contribution des directeurs de campagne et les responsables en charge de la sécurité des candidats que la commission électorale indépendante entend apporter une réponse adéquate. À la table de discussion, les membres de la CEI et les représentants de candidats à la présidentielle, à raison de 2 personnes par parti. Malgré l'absence du parti septuagénaire, le PDCI-RDA, la séance de travail a quand même eu lieu. Conformément à la loi sur la CEI, la commission électorale indépendante doit garantir la sécurité et la sérénité du processus. Voici donc pourquoi nous vous avons conviés à cette réunion, pour vous présenter l'offre de sécurité de la CEI. Pour cette année, il y aura ce que nous appelons la police électorale. Nous travaillons
à ce que cette police électorale soit constituée d'éléments formés à l'effet de la sécurisation du processus. La période de campagne va bientôt démarrer. Les candidats et leurs militants veulent s'assurer du bon déroulement et d'une bonne sécurisation de leurs candidats. Le sujet à l'ordre du jour de cette rencontre, une assurance, un espoir pour les représentants de candidats. Nous nous sommes entendus sur les grandes lignes, c'est-à-dire comment est-ce que la CEI en tant qu'institution compte sécuriser d'abord les candidats eux-mêmes, les sièges, leur cortège et le déroulé donc, de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Nous repartons donc enrichis de ces informations. Nous allons les transmettre à nos staffs et puis les traiter. Sur le personnel à mettre à la disposition du candidat d'abord. Et puis comment ce personnel va être utilisé sur le terrain. Voilà un peu les informations qui nous ont été données et j'allais dire comment ils vont être traités. Voilà. Ils ont laissé la possibilité aux candidats de faire des propositions des agents qu'on pourrait mettre à leur disposition. Nous allons continuer le travail avec la CEI pour pouvoir peaufiner toutes les dispositions que la CEI compte prendre pour pouvoir assurer la sécurité du candidat. Ça s'est très bien passé. Nous répartons la base pour rendre compte. La CEI entend multiplier ce genre de rencontres pour peaufiner sa stratégie et tenir son engagement d'une élection apaisée. Journée de l'enfant africain, c'était en juin dernier. C'est ce lundi que la Côte d'Ivoire célèbre cette 30e édition en raison de la crise sanitaire. D'ailleurs, le thème de cette année met l'accent sur la protection des enfants contre la Covid-19. Ils ont pris la parole pour dénoncer les violences dont ils sont victimes. Et vous allez les entendre au micro de Sephora Zegui. Ils ont plaidé pour le respect intégral de leurs droits. Des millions d'enfants africains sont victimes au quotidien de violences selon l'UNICEF. Il s'agit notamment d'enlèvements, de viols, de bastonnades et d'assassinats. En Côte d'Ivoire, les enfants veulent que cessent ces violences qui sèment la psychose depuis quelques années. Il faut nous mettre à l'école et il faut éviter de nous battre et d'éviter aussi de nous forcer à nous marier, dans les mariages forcés. Cela peut avoir des conséquences dans nos vies. La Journée mondiale de l'enfant africain célébrée officiellement ce jour met l'accent sur le respect des droits des enfants afin de mieux les protéger contre la Covid-19. Occasion choisie par Inès Gouanou, la porte-parole des enfants de Côte d'Ivoire au Parlement, pour faire le point de la situation. Les violences envers les enfants continuent d'être pratiquées partout en Côte d'Ivoire. Elles se sont même accrues avec le coronavirus. Ce sont des enfants qui sont toujours battus, abandonnés et violés. Les adultes que vous êtes poussez souvent le bouchon trop loin. Pour la représentante de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, le thème choisi cette année cadre bien avec le mandat de l'institution. L'UNICEF continuera de soutenir les actions du gouvernement. L'UNICEF se réjouit d'être aux côtés du ministère dans tout ce qui concerne le renforcement du système de la protection de l'enfant à travers le développement et la mise en œuvre de la politique nationale de la protection de l'enfant, l'appui aux services pour le renforcement des compétences et la prise en charge des enfants victimes de toute forme de violence. Pour assurer la protection et la promotion des droits des enfants dans cette période de Covid-19, plusieurs actions sont menées par le gouvernement, selon Ramata Libakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le gouvernement a adopté un plan économique, social et humanitaire et mis en place 4 fonds, dont le Fonds spécial Solidarité Covid-19, pour soutenir les familles démunies, notamment les femmes chefs de famille et surtout les enfants en situation de vulnérabilité. C'est le lieu de rappeler que dans ce cadre, les efforts déployés par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant visent à construire un environnement sain et propice au bien-être de nos enfants. La journée de l'enfant africain a été instituée depuis 1990 par l'Union africaine en mémoire des enfants noirs massacrés le 16 juin 1976 à Soweto en Afrique du Sud alors qu'ils organisaient une marche pacifique pour revendiquer leurs droits.
À partir de ce mercredi 23 septembre, la région de la Marawi accueille le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État sur place. Les différents départements sont en chantier. À Bouaflé, le chef-lieu, la mythique place Tien-Tien sera rénovée. Les travaux ont démarré sur cet espace, lieu de toutes les grandes rencontres de la ville. Le reportage de Kader Sogodogo. La place Tien-Tien, en malinké pour dire la place sableuse. Cette place est célèbre à Bouaflé. Le nombre de cérémonies publiques qu'elle a abritées ne pourra jamais être totalement cité. Un témoin qui a appartenu au premier conseil municipal de Bouaflé revient sur l'histoire de la place Tien-Tien créée depuis 1959. Le lotissement ayant été fait, cette place a été dégagée pour construire un nouveau marché. C'est ce qu'on appelle le marché du soir, petit marché. Le professeur Kopli Boni, le maire dont je suis un des conseillers municipaux, a vu que ici, c'était devenu exigu. Si vous venez ici, c'était dans les rues, un peu dans la concession, et le conseil municipal a décidé de construire un marché municipal digne de son nom, digne du nom de Bouaflé. C'est ainsi que le nouveau marché a été construit. Il fallait amener les populations, les commerçants à gagner le nouveau site du marché. La place est restée, disons, vide. Mais les enfants s'amusaient dessus. Et c'est ainsi que les enfants ont appelé ça Tien-Tien, la place Tien-Tien, c'est-à-dire où il n'y avait que du sable. Cette mythique place, à l'occasion de la visite d'État dans la Marawi, sera rénovée. Elle recevra du bitume neuf ainsi que la voie qui y accède. Les techniciens sont à pied d'œuvre. Bon, ici vous êtes sur la place Tien-Tien, qui est une place qui est réputée pour les cérémonies au niveau de Bouaflé. Dans le cadre de la visite, il est prévu de bitumer cette place pour accueillir éventuellement certaines cérémonies. L'émotion est au rendez-vous. Mais aujourd'hui, on est en train de bitumer, d'aménager cet espace, mais vraiment c'est le bout au cœur. Nous sommes très contents, nous sommes fiers, et nous sommes tellement heureux que vraiment c'est pas possible. Le jeudi 24 septembre 2020, la première dame Dominique Ouattara sera à la place Tien-Tien qui aura à arborer des habits neufs pour communier avec les femmes de la région de la Marawi. Dans la Marawi, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, on continue la lutte contre la Covid-19 parce que la pandémie n'est pas encore terminée. Pour ce lundi, voici les chiffres de la pandémie. 7 nouveaux cas de Covid-19 sur 155 échantillons prélevés. 96 guéris, il n'y a pas de décès. À la date donc, du 21 septembre, la Côte d'Ivoire compte 19 327 cas confirmés, dont 18 630 personnes guéries, 120 décès et 577 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 252 682. Dans la lutte contre la Covid-19, le gouvernement fait le point hebdomadaire de la gestion de la pandémie. Pour cette semaine, les cas positifs diminuent. Il y a donc un faible taux de positivité. On note également que le nombre de guérisons est en hausse. Des détails avec Grace Kando. 307 nouveaux cas de Covid-19, 422 nouvelles guérisons, 0 décès et 666 cas actifs. Ce sont là les chiffres recueillis au cours de la semaine écoulée. Ces données confirment une tendance générale à la baisse de tous les indicateurs dont le nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués et le taux de positivité. En effet, on note une diminution du nombre de nouveaux cas de Covid-19 dépistés par rapport à la semaine précédente de 118, c'est-à-dire environ 28% en moins. Une augmentation du nombre d'échantillons de plus de 2000 au cours de cette semaine, avec une moyenne journalière d'environ 1469 prélèvements. Un taux de positivité les plus faibles enregistré depuis plusieurs semaines. Avec moins de 5% des cas, ce taux est largement en dessous du taux général moyen de 12,66% des cas. Enfin, un taux de guérison en hausse constante atteignant 96,18% des cas et une létalité, c'est-à-dire un taux de décès faible et stable autour de 0,62% des cas. En dépit de l'actuel taux de prévalence satisfaisant, la police nationale ne baisse pas la garde. Pour ce qui est des établissements recevant du public, les contrôles inopinés effectués dans la période sus-indiquée ont fait les résultats suivants dans la préfecture de police d'Abidjan. Maquis contrôlés, 535. Bars et boîtes de nuit contrôlés, 240. Restaurants contrôlés,
354. Hôtels contrôlés, 250. Soit un total de 1379 établissements visités et contrôlés. Il en ressort une affluence moyenne et un recul notable, regrettable à tout point de vue, de l'observation des mesures barrières sécuritaires et sanitaires en vigueur. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le respect des mesures barrières reste le moyen efficace pour freiner la propagation du virus. La Covid-19 qui n'a épargné aucun secteur. La filière agricole est impactée par la pandémie. Les acteurs pensent à la relance des activités. La 9e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture a pris fin dimanche à Boisseau. Au cœur de la rencontre, la valorisation de la chaîne agricole. Lanciné Bakayoko. La maladie à coronavirus a eu un impact considérable sur l'ensemble des secteurs agricoles, notamment le maraîcher, les matières premières, l'élevage, la pisciculture et même les produits d'exportation comme le karité. Nous sommes beaucoup plus artisanal et les femmes travaillent en communauté pour sortir le beurre de karité. Et dès l'instant qu'on a interdit le regroupement, donc évidemment, les femmes ne pouvaient plus aller pour la transformation de karité. Cette pandémie dépasse largement les frontières d'une simple question de santé publique. Elle modifie tous nos comportements sociaux, paralyse l'économie avec en première ligne les petites mains qui font sa force de production. Pour maîtriser les effets néfastes de la pandémie sur le secteur agricole, le gouvernement a pris des mesures vigoureuses via divers fonds de soutien. Plusieurs petits agriculteurs ont ainsi bénéficié de boutures de manioc, de vivoplans ou encore de produits phytosanitaires. Nous avons donné du matériel et des intrants sous forme de kits à des producteurs qui vont produire et qui vont permettre aussi aux femmes commerçantes, aux hommes qui commercialisent aussi les produits agricoles de pouvoir aller chercher et d'envoyer sur le marché. En ce qui concerne la lutte contre la Covid-19 proprement dite, la sensibilisation doit se poursuivre, particulièrement dans les milieux ruraux où se recrute la quasi-totalité des paysans. Le premier rideau sécuritaire, le respect du dispositif de prévention. La prévention a toujours été l'outil indispensable dans la maîtrise des maladies épidémiques. Il vous revient de créer des comités sectoriels de lutte contre la Covid-19. Ce sont en réalité des pères éducateurs qui devraient être formés pour sensibiliser en leur sein les homologues agriculteurs, éleveurs, pêcheurs pour le secteur des mesures de protection. Malgré tout cet engagement, la secrétaire d'État à l'autonomisation des femmes exhorte à une réorganisation de la vie socio-économique en intégrant la présence permanente de la Covid-19. Devant la folle course du coronavirus, il faut apprendre à vivre avec, s'adapter et surtout réinventer nos habitudes, nos attitudes. Cela se résume en un mot, la résilience. Il faut trouver des solutions innovantes pour améliorer la production, fluidifier les circuits d'écoulement, car l'enjeu majeur reste la sécurité alimentaire. C'est une bataille qu'il faut gagner absolument. Ces journées promotionnelles sont une initiative de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture et sa présidente Jennifer Serres. La 9e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture a pris fin dimanche à Boisseau. En revenant justement du chef-lieu du Sud Comoé, arrêtons-nous à Grand Bassam. Voyons cette autre initiative agricole. Le ministre de la Promotion de la Riziculture rencontre les producteurs. Gaussou Touré a visité plusieurs espaces rizicoles. Il a dit la disponibilité du gouvernement à accompagner la production. Issa Tionayo. Rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante en riz dans les prochaines années. C'est l'ambition affichée par le gouvernement ivoirien. Pour atteindre cet objectif, le ministre de la Promotion de la Riziculture, Gaussou Touré, multiplie les visites de terrain pour sensibiliser et galvaniser les acteurs du secteur. Grand Bassam constitue la 4e étape de son périple. Occasion pour lui de parler à un riziculteur d'une filière qu'il connaît mieux. La Côte d'Ivoire a investi des montants très importants pour motoriser. Il y a plein de coopératives qui viennent parler à votre nom. Ils n'ont pas un seul hectare de riz. C'est ça. Bon, donc ils vont aller s'arranger avec les gens. Si on dit on n'a qu'à donner tracteur, on leur donne. Donc eux, ils vendent. Ouais.
et puis c'est fini. Y a rien. Mais vous aussi, quand on donne le tracteur, quand il y a une courroie qui est coupée, personne ne veut prendre son argent pour réparer. Donc les enfants, on laisse sur cale, les enfants enlèvent les pièces. Après, vous-même, vous enlevez les moteurs pour aller vendre, pour régler vos problèmes. Après ce conseil d'usage, Gaussou Touré, en compagnie du riziculteur, fait le tour du champ. Une manière pour le ministre de constater de près le travail effectué sur le terrain. Le propriétaire du champ profite pour lui indiquer les difficultés auxquelles il est confronté. Vous voyez le riz, avec tous ces paysans qui sont là, on n'a même pas encore pu couper le riz, on a besoin d'une moissonneuse batteuse. Et pour suivre encore le traitement de riz, on a besoin encore des machines, surtout la mécanisation. Le ministre Gaussou Touré mise sur la mécanisation du secteur. On va changer progressivement la structure même de production de riz pour passer d'une riziculture traditionnelle à une riziculture moderne, compétitive et qui permet aux producteurs de s'en sortir et à tout le monde de s'en sortir. Le riz, c'est vraiment un élément de lutte contre la pauvreté, de création de richesses et de création d'emplois, deux biens les plus importants pour l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire. Selon Gaussou Touré, le gouvernement mettra tous les moyens en œuvre pour réussir le pari de l'autonomie du pays en riz. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision apporte sa contribution à la cohésion sociale. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, mis en mission de lutte contre la violence, ils ont d'abord bénéficié d'une formation sur la paix et le leadership. Patricia Omouetia. Discussions et échanges avec les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody au cours de la campagne Créa Paix. Une initiative de la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Elle compte dans cette logique rassembler toutes les populations en sillonnant les villes et régions du pays afin de fédérer l'unité nationale. Les étudiants ont adhéré à cette campagne de sensibilisation à la paix. Vu que nous sommes des étudiants et tout le temps les étudiants sont dans des difficultés, il faut une campagne de sensibilisation pour qu'on ait un changement de mentalité. Nous sommes toujours sacrifiés pour ne pas que cela se répète, pour ne plus se faire duper, pour ne plus se faire manipuler. J'ai décidé de parrainer cette activité pour qu'il y ait changement de mentalité. La paix, c'est moi d'abord. Une fois que j'ai la confiance d'accepter les uns des autres, il n'y aura pas de guerre. Et c'est cette harmonie que nous voulons. Elle invite donc les jeunes et les femmes à s'approprier cette campagne de sensibilisation pour parvenir à une paix durable en Côte d'Ivoire. On a dit aux jeunes que s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas avoir l'emploi. S'il n'y a pas l'emploi, on ne peut pas aller à la paix. Mais ensemble, par où nous devons commencer? Surtout que Créapaix a des outils. Donc si les jeunes s'engagent avec leur intelligence, leur fougue, que j'aime bien, je pense qu'on peut y arriver. Créapaix est une campagne de sensibilisation à la paix lancée en août dernier avec pour thème « La paix est non négociable ». Un nouveau parti politique est né, il s'agit de EUD, Ensemble pour l'Union et le Développement, présenté vendredi dernier. C'est un parti centriste, selon son président. Michel Bosson dit œuvrer pour la paix. Sidonie Davila. EUD, Ensemble pour l'Union et le Développement, se compte désormais parmi les partis politiques du pays. Porté sur les fonds baptismaux depuis quelques semaines à Abidjan, l'EUD, parti proche du RHDP, est né pour plusieurs raisons, selon son président Dr Michel Bosson. Ayant tiré toutes les conséquences de ces événements malheureux qui entravent la bonne marche de notre pays, nous, hommes et femmes, tous citoyens ivoiriens, avons eu l'impérieuse nécessité de créer un parti politique EUD, parti d'idéologie centriste, afin de ramener tous les enfants de ce pays aux valeurs ancestrales de dialogue, de paix et de vivre ensemble. À travers son slogan « La Côte d'Ivoire d'abord », l'EUD met en avant l'intérêt du pays. Le parti porte également une attention particulière aux questions sociales et aspire à un pays de paix. Cette formation politique s'engage à œuvrer pour la paix, la bonne gouvernance, la démocratie et le développement,
gage d'un progrès pour tous et d'un bonheur pour chacun. Il est clair que ce parti qui vient de naître ne pourra pas participer aux prochaines échéances, mais Ensemble pour l'Union et le Développement, EUD, s'apprête à animer la vie politique ivoirienne autrement. Dans le reste de l'actualité au Mali, c'est un colonel-major à la retraite qui va diriger la transition. L'ex-ministre de la Défense Bamdao, désigné ce lundi à Bamako, président de transition par un comité mis en place, le colonel et chef de la junte, Assimi Goïta, qui a fait l'annonce, devient lui vice-président. Le nouveau président est censé officier comme chef de l'État pendant plusieurs mois avant un retour des civils au pouvoir. On attend la CEDEAO qui ne devrait pas tarder à réagir puisqu'elle avait mis la pression sur les militaires pour qu'elles choisissent des civils pour la transition. Elle avait donné jusqu'à demain à la junte pour choisir ses personnalités. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Marine Cognon. Ce soir, le sage nous apprend que la récolte de toute l'année dépend de la saison où se font les semailles. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Dieu voulant, on se retrouve demain.